Salut à tous! Alors je fais cette vidéo parce que j'en avais un petit peu marre des infos qui tombent de partout, qui pour beaucoup sont assez conspirationnistes en plus, au sujet du coronavirus. On dit Covid-19, espèce d'abruti. Oui, pardon, du Covid-19. Moi j'ai entendu dire que c'était SARS-CoV-2, c'est quoi alors de Dieu? Non, en fait, coronavirus, c'est la catégorie du virus. SARS-CoV-2, c'est le nom scientifique du virus. Et Covid-19, c'est le nom de la maladie. Ah ok, bonnard. Non, parce qu'entre l'apprenti analphabète, là, qui est pas foutu de lire un brevet correctement et qui croit avoir découvert un complot mondial sur un document accessible à des abrutis dans son genre, et les génies qui te disent de boire de l'eau chaude, ou pire, de l'alcool pour guérir de la maladie. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Bref, avec tout ça, on sait plus ce qui est vrai ou pas. Du coup, j'ai voulu faire un tri parmi tout ce que je trouvais, avoir une vision plus large et plus objective de la situation et des enjeux de cette pandémie. Alors je vais pas m'attaquer aux fake news aujourd'hui, ça sera peut-être pour une autre vidéo, je vais plutôt me baser sur les infos qui m'ont paru les plus pertinentes et qui me semblent les plus utiles à transmettre. Avant toute chose, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'engage que moi. Je me suis basé sur des sources, en particulier l'article d'un médecin, qui sont disponibles en description, donc n'hésitez pas à les consulter et vous faire votre propre avis, je vous y encourage. J'en profite aussi pour faire un immense big up à tous ceux qui se battent jour et nuit pour contrer cette pandémie. Je pense évidemment à tout le personnel hospitalier, mais à aussi tous ceux qui peuvent pas s'arrêter de bosser, ceux qui sont au front comme les policiers, les pompiers, les éboueurs, les livreurs, les vendeurs des magasins qui sont encore ouverts et tous ceux que j'oublie. Grosse pensée aussi pour les régions qui en chient en ce moment, notamment l'Italie qui est vraiment dans une situation catastrophique. On est avec vous. Quant à vous qui regardez cette vidéo, je vais pas vous expliquer ce que vous savez déjà. Ce qui me semble important, c'est de parler ici de ce qu'on peut faire maintenant avec ce qu'on a comme données à disposition. Allez, c'est parti! Alors je vais commencer par les mesures en vigueur qui ont été prises par nos autorités et je tiens à clarifier un truc. Quoi qu'on pense de l'efficacité du confinement, on doit tous respecter les mesures, même si vous trouvez pas ça important, même si vous vous dites On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. c'est vraiment primordial, vous aussi, que vous suiviez les règles de confinement. Ouais, dis donc, hein, le monde compte sur vous. Hashtag reste chez toi. Comme je l'ai dit, je vais baser la majorité de ma vidéo sur un article rédigé par un médecin, le docteur Michel, Salut Michel. qui est un anthropologue de la santé et un expert en santé publique. En gros, il étudie les pratiques des soins et des dispositifs sanitaires depuis environ 30 ans. Bien entendu, je vous invite à lire son article en entier, même s'il est un peu long. Il y a plein de sources aussi dans l'article, donc vraiment je vous le conseille. Alors, au niveau statistique, l'épidémie est plutôt banale. Je sais que ça peut paraître choquant de dire ça quand il y a des morts et puis une crise sanitaire qui, elle, est indéniable, mais les affections respiratoires dans le monde, c'est environ 2 600 000 morts par an, c'est-à-dire environ 7 000 par jour. Avec le Covid-19, on est au bout du 4e mois et on est environ à 16 000 morts, avec le pays le plus touché, la Chine, qui a réussi à maîtriser l'épidémie. On est donc assez loin du scénario catastrophe où la mortalité habituelle exploserait. Il est d'ailleurs assez probable que si on se mettait à faire pareil avec la grippe saisonnière, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., on arrive plus ou moins au même résultat qu'avec le coronavirus. Alors ça, c'est pour le côté purement statistique, ça n'enlève rien à la gravité de la situation dans les régions les plus touchées. Au niveau de dangerosité, on sait aujourd'hui que le Covid-19 est presque toujours bénin s'il n'y a pas de comorbidité. C'est comme ça qu'on dit quand il y a une pathologie préexistante. En Italie, 99% des personnes décédées souffraient d'une à 3 pathologies chroniques et avaient en moyenne 80 ans. Petit rappel, les 4 plus grandes causes des maladies chroniques, c'est la malbouffe, la pollution, le stress et la sédentarité. En fait, c'est pas le virus qui nous tue, c'est les maladies chroniques qu'on a laissé se développer dans notre société qui le rendent potentiellement fatal. Lui, sur quelqu'un de sain et en dessous de 70 ans, il fait pas beaucoup de dégâts. Niveau mortalité, on a un problème pour la déterminer. C'est qu'en l'absence de dépistage systématique de la population, on n'a aucune donnée fiable à laquelle référer les chiffres qu'on obtient. Alors les estimations montrent que le nombre de personnes déclarées est largement inférieur, jusqu'à 47 fois moins que les personnes réellement infectées. Et à peu près la moitié se rendra même pas compte qu'elle a chopé le virus. Eh ouais, j'ai le corona, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça, pleine forme. Du coup, la mortalité réelle est beaucoup plus basse qu'annoncée. Le problème, c'est que les médias, ils estiment le taux de mortalité en se basant sur les cas déclarés. Du coup, ils faussent les statistiques, vu qu'on peut pas connaître exactement le nombre de cas réels. Alors vous allez me dire que les morts et les services engorgés sont bien là, malgré les chiffres. Et vous avez raison. S'il n'y avait pas ces cas critiques, l'épidémie serait vraiment pas grave. Et c'est justement leur existence, estimée à environ 15% des cas déclarés, donc sûrement moins. Oui c'est bon, on a compris. C'est ce chiffre qui a empêché les pays de faire recours à l'immunité de groupe. L'immunité de groupe, c'est un processus par
par lequel une personne qui contracte le virus et qui n'en meurt pas va s'immuniser, et la multiplication des immunisés mènera progressivement à un effet collectif de protection immunitaire. Ah ouais, c'est une sorte de marketing de réseau quoi. Donc, sans traitement pour s'occuper des personnes à risque, et avec ce taux supposé de 15% de cas graves, laisser circuler le virus librement paraissait beaucoup trop risqué pour les gouvernements. Alors, dans l'urgence, ils ont opté pour le confinement de l'ensemble de la population en renonçant à dépister les personnes potentiellement malades. Allez, tous à la casa, rentrez chez vous. Le problème, c'est que toutes les recommandations en santé publique préconisent au contraire de dépister le plus de cas possible et confiner uniquement les cas positifs, le temps qu'ils ne soient plus contagieux. Oh merde, attendez, revenez. Alors pourquoi on en est arrivé là ? Premièrement, parce qu'on a manqué de tests et de mesures de dépistage au moment où on en avait le plus besoin. Pendant que la Corée du Sud et la Chine en faisaient une priorité, on a été d'une lenteur incroyable à organiser la mise à disposition de quelque chose qui est techniquement simple à réaliser. Il faut le savoir, produire les tests PCR, c'est relativement simple. Deuxièmement, parce qu'on a énormément réduit la capacité de nos hôpitaux ces 40 dernières années, et qu'on se retrouve en manque de lits, en soins intensifs et de matériel de réanimation. Les statistiques sont assez flagrantes, Elles montrent que les pays les plus touchés sont ceux qui ont le plus réduit leurs ressources en soins intensifs, et on en fait partie. Comment ça, on n'est plus les meilleurs en médecine, nous? Ben non, et en plus on se rend compte que c'est des choix politiques qui ont mené à une insuffisance logistique. En fait, on a été totalement dépassé, on n'a rien anticipé du tout, alors que le risque de pandémie est méga important depuis un certain nombre d'années. Bon, puis maintenant qu'on sait ça, on fait quoi? À ce stade, ça me semble intéressant de parler de ce qui pourrait changer la donne rapidement et significativement. Et pour ça, je dois vous parler du professeur Raoult. Alors il défraye la chronique en ce moment, on entend tout à son sujet, alors je vais plutôt essayer de faire ressortir les infos qui permettent de faire la lumière sur les faits dont il est à l'origine. Raoult, c'est juste une sommité en médecine. C'est le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles. Il dirige l'IHU de Marseille, qui est un des meilleurs centres de compétences en infectiologie et microbiologie au monde. Il fait partie des meilleurs chercheurs français, tant pour le nombre de ses publications que pour le nombre de citations faites par d'autres chercheurs, ce qui prouve que ses études font souvent office de référence. Et il a enseigné dans une quinzaine d'universités et hautes écoles de santé. Il a également élaboré des traitements, notamment avec une molécule dont on va beaucoup parler, la chloroquine, qui figure aujourd'hui dans plein de manuels d'infectiologie partout dans le monde. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de lui ? Parce qu'il a été super enthousiaste après la publication d'un essai clinique chinois sur l'essai de cette fameuse chloroquine, ou plutôt son dérivé appelé l'hydroxychloroquine, sur des patients atteints du Covid-19, montrant une diminution du portage viral en quelques jours. Le portage viral, c'est la durée totale de la maladie, de l'incubation à la guérison. La suite, on la connaît, la Chine et la Corée intègrent la chloroquine dans leurs mesures de traitement et deviennent les deux pays qui sont le mieux parvenus à juguler l'épidémie. Alors même si la corrélation ne veut pas forcément dire qu'il y a une cause à effet, je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le fait que c'est une piste assez prometteuse. Il se trouve que Raoult a vu dans l'essai clinique chinois et coréen la confirmation que la chloroquine était aussi indiquée pour le Covid-19, chose qu'on peut facilement comprendre au vu des résultats. Et du coup, il propose logiquement de le faire à large échelle. Bizarrement, ses confrères ont dénigré d'emblée sa proposition. Le journal Le Monde est même allé jusqu'à qualifier sa communication de fake news. Cette accusation a même été reprise sur le site du ministère de la Santé français pendant quelques heures avant d'être retirée. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il obtient dans la foulée l'autorisation de conduire un essai clinique sur 24 patients dans son service. Bon, alors il mène son étude et les résultats sortent le 16 mars. Et devinez quoi, il confirme les résultats obtenus en Chine et en Corée. En gros, ceux qui n'ont rien reçu sont encore porteurs à 90% du virus au bout de 6 jours, contre 25% pour ceux qui ont reçu le traitement. On peut même associer un antibiotique à ce traitement qui booste les effets de l'hydroxychloroquine. Avec l'association des deux médicaments, on a une diminution massive du nombre de positifs. Une étude publiée le 11 mars avait entre-temps révélé un truc important. Le temps de portage viral est supérieur à ce qu'on croyait, avec une durée moyenne de 20 jours. Avec le traitement combiné, cette durée est réduite à 5 jours en moyenne. Cette réduction donne non seulement l'espoir de traiter les cas critiques, mais aussi de réduire le temps de guérison pour les cas moins graves. Et donc, ce traitement représente des perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. Et du coup, on s'attendait à un accueil plutôt enthousiaste de la part des autorités et des scientifiques. Et c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Dans le best-of des réactions à chaud, on a le docteur Alain Durkadonnet. Alors lui, il a attaqué Raoult sur BFM TV en rappelant qu'une conclusion scientifique se publiait dans des revues scientifiques et non par vidéo, alors que dans sa communication, Raoult venait de préciser que l'article décrivant son essai clinique avait été envoyé pour publication à une revue à comité de lecture. Ça donne le ton. On a aussi eu le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, le 1er mars, donc bien après la publication du premier essai clinique chinois sur des patients, disait au micro d'Europe 1 « La chloroquine marche très bien dans une éprouvette, mais n'a jamais marché chez un être vivant ».
Il y en a d'autres qui ont insisté sur le fait qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur la base d'essais cliniques, ce qui est vrai dans l'absolu. Aucun des essais réalisés peut être qualifié de preuve au niveau des critères de la recherche scientifique. Il faudrait pour ça une réplication des résultats par d'autres équipes et même une étude randomisée en double aveugle. Une quoi? Une étude randomisée en double aveugle, c'est le top du top des méthodologies de recherche. Le problème, c'est que le temps manque. Il y a urgence là. Des milliers de gens meurent chaque jour. Ah oui, et pour ajouter la cerise sur le gâteau... Attends, c'est pas assez fort ça. La courgette sur la quiche. Pour ajouter la courgette sur la quiche, la chloroquine ne coûte pratiquement rien. On est donc sur un produit bon marché, relativement bien connu, dont l'efficacité semble largement au rendez-vous, facile à produire, facile à prescrire. Qu'est-ce qu'on attend? Vous vous rendez compte qu'à cause de cette histoire, pour la première fois de ma vie, j'ai été obligé d'être d'accord avec Trump? Ah ouais, là c'est chaud là. Selon Raoult, la seule stratégie qui fasse donc sens, c'est de dépister massivement, confiner les positifs et les traiter comme la Chine et la Corée du Sud, qui ont connu les taux de mortalité les plus bas. Et du coup, ils n'ont pas eu besoin d'imposer de confinement aux personnes en bonne santé. Ils se sont simplement organisés différemment. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dire que ce professeur Raoult est inconscient, qu'il minimise la situation, qu'il est dangereux, etc. Moi on m'a dit qu'il était gay. Ça compte ou pas? Moi, ce que je vois, c'est qu'il préconise quelque chose de réalisable à court terme et qu'on peut pas dire que les effets du confinement soient ouf à l'heure actuelle, même si je suis conscient que c'est encore trop tôt pour les voir. Mais je pense que vu les résultats obtenus avec la chloroquine et l'urgence de la situation, ce serait quand même insensé qu'on s'y intéresse pas. Bon, heureusement les choses bougent. En France, le ministère de la Santé vient de mandater le CHU de Lille pour répliquer les résultats obtenus à Marseille et quelques médecins admettent qu'ils se sont trompés. C'est le cas par exemple du professeur Non, on va pas le faire. Bref, un gars de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a tweeté récemment avec humour « Chers tous, pour être transparent, j'ai dit il y a 2 semaines que les données dispo sur chloroquine étaient bullshit. À l'époque c'était vrai. De nouvelles données venant de Marseille contredisent ce que j'ai dit et ce que je pensais. Nous allons débuter le traitement par Plaquenil chez nos Covid plus à la Pitié. J'adore l'humour et critiquer les dogmes, je me l'applique donc à moi-même. Je pense avoir eu suffisamment tort pour devenir chloroquiniste ascendant raoultien. » Bref, l'intérêt de la médecine et de la science pour la chloroquine, il est désormais mondial et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors évidemment, la molécule pourrait ne pas tenir ses promesses, c'est une hypothèse possible, mais si son efficacité se confirme, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette situation dramatique et on aura appris bien des choses au passage. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Le dépistage de masse doit donc devenir une priorité pour nos autorités. Et c'est ça le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. En plus, les labos, ils jouent le jeu. Par exemple, le laboratoire Sanofi, en France, vient de proposer au gouvernement de produire gratuitement 1 million de doses de chloroquine. On n'a plus aucune excuse. Il faut qu'on bouge maintenant. Justement, à propos des autorités, je suis pas toujours le plus cool avec eux. Notre système de santé a des faiblesses, nos réponses sanitaires sont lentes, le Conseil fédéral prend une mesure entre 2 siestes, enfin c'est l'impression qu'il donne. Mais sa réaction face à la situation m'a tout de même semblé proportionnée par rapport à ce qu'on savait sur le moment. C'est facile de dire qu'il aurait fallu fermer les frontières, fermer les écoles il y a 1 mois, alors que la menace était quasi invisible et en étant les seuls à le faire. Et c'est clair que d'appliquer un lockdown, ça peut conduire à un désastre économique et social, mais sans les moyens d'appliquer la meilleure stratégie possible, à savoir dépistage massif, confinement, traitement, c'était probablement la seule mesure qu'on pouvait prendre. Bon, une fois l'orage passé, il faudra bien que les responsables sanitaires et politiques rendent des comptes sur leur réaction face à un risque sanitaire parfaitement identifié. Le risque de pandémie, c'est quand même quelque chose qui est redouté depuis plus de 30 ans par toutes les autorités mondiales, notamment depuis la fonte accélérée du permafrost. Et avec une situation en l'occurrence peu grave par rapport à ce que serait une vraie pandémie tueuse. Une dernière info qui nous incitera tous, je l'espère, à la prudence, mais qui est néanmoins très encourageante, les dernières données infectiologiques tendraient à confirmer que les enfants ne sont que très peu porteurs et ou contaminateurs du SARS-CoV-2. Si cette hypothèse se confirme, la fermeture des écoles serait en fait pas une mesure si nécessaire. Alors les données que je relaie ici sont tombées récemment. Au moment où la fermeture a été décidée, évidemment, on les ignorait et il s'agissait donc d'une mesure de précaution dont l'indication pourrait être démentie si les données en question se confirment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole, n'hésitez pas à vérifier les infos, à me donner votre avis en commentaire et évidemment, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle en vaut la peine. Quant à moi, je vous souhaite tout de bon, prenez soin de vous, de vos proches et surtout, restez chez vous. Allez, salut!